Bonjour à tous. Évoquer les relations entre le continent africain et le mouvement olympique après les décolonisations, c'est tantôt faire référence aux sportifs, tantôt évoquer la dimension symbolique de l'universalité des Jeux olympiques. Cependant, pour saisir pleinement l'évolution des liens entre l'Afrique postcoloniale et le Comité olympique international, il est primordial de les mettre en lumière à travers un contexte politique et géopolitique. Sur le plan politique, il a permis à des jeunes États africains de réaliser la consolidation d'une identité nationale. Dans des sociétés profondément divisées par les clivages identitaires, le sport est utilisé par ses dirigeants pour écrire un roman national afin de vanter une unité nationale et la souveraineté. Et à ce titre, le football est intéressant parce qu'il nous offre un très grand nombre d'exemples qui montrent comment il a été utilisé comme un ciment. Si le football peut être parfois un espace d'affrontement, de cristallisation de la contestation politique ou de la revendication ethnique, avec les équipes nationales, les dirigeants du continent les ont souvent utilisés avec le souci de créer une cohésion. Pour mieux le comprendre, nous devons nous appuyer sur deux événements aux dimensions politiques et géopolitiques indissociables qui laisseront un lourd héritage au chapitre des relations du sport africain avec le comité olympique. Tout d'abord, la Confédération africaine de football voit le jour en 1957 et crée dans la foulée la Coupe d'Afrique des Nations. Dès sa naissance, l'Égypte, l'Éthiopie, le Soudan excluent l'Afrique du Sud, le quatrième membre fondateur, et ceci en raison de sa politique de discrimination. Alors que la FIFA n'avait pas bougé, que le CO n'avait rien fait, la CAF va devenir la première institution à s'opposer fermement à la politique raciste de l'Afrique du Sud et ainsi attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation sud-africaine. 1958, cette fois-ci, depuis Tunis, le Front de libération nationale algérien annonce la création de l'équipe du FLN avec des joueurs issus principalement du championnat français. À quelques semaines de la Coupe du monde de football, c'est une véritable révolution qui crée un effet de sidération. L'équipe du FLN devient ainsi le symbole et le porte-voix de l'autodétermination. Ces deux exemples nous montrent comment l'Afrique a politisé le sport à l'échelle mondiale. En effet, n'ayant pas les moyens de s'appuyer sur la force armée ou la puissance économique pour se faire entendre, elle utilise les armes du sport, l'un des rares territoires où elle sera entendue dans le monde. Cette stratégie de communication et d'influence explique la mauvaise articulation entre le Comité olympique international et les CNO africains. Ce fossé ne cessera de se creuser en raison de l'interventionnisme des États dans les affaires des fédérations. Si la charte olympique stipule, et là je la cite, les CNO ont compétence exclusive pour représenter les pays respectifs, leurs pays respectifs, elle indique dans le même chapitre qui régit sa relation avec les CNO, je cite à nouveau, les CNO doivent préserver leur autonomie et résister à toute pression, les pressions politiques, juridiques, religieuses ou économiques qui pourraient les empêcher de se conformer à la charte olympique. Autrement dit, les statuts olympiques rentrent en conflit avec la démarche des pays en voie de décolonisation. 1963 avec la naissance de l'Organisation pour l'Union africaine, 1964 avec le congrès du Comité olympique international à Tokyo, sont 2 années qui marquent un tournant capital dans les relations très sensibles entre l'Afrique et le Comité olympique. Dès sa naissance, au nom de son engagement à bannir le colonialisme et l'oppression raciale du continent, l'OUA exclut l'Afrique du Sud. Une disposition qui, évidemment, est adoptée par les CNO africains qui font pression et parviennent eux aussi à exclure l'Afrique du Sud des Jeux olympiques de Tokyo en 1964. Les premiers Jeux africains se déroulent et ont lieu à Brazzaville en 1965. Et l'année d'après, en 1966, les États africains créent le C2SA, le Conseil supérieur du sport africain. Cette émanation de l'Organisation pour l'Union africaine s'est fixée comme principal objectif de coordonner le sport et le mouvement olympique africain. Mais il faut surtout considérer le C2SA comme un relais politique de l'OUA qui a compris l'importance que le sport a pris en tant que levier diplomatique. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le C2SA et le CIO ne sont pas dans la même dynamique. Lors de son congrès en février 1968, aux Jeux olympiques d'hiver de Grenoble, le comité olympique inscrit l'Afrique du Sud aux Jeux olympiques d'été qui doivent se dérouler la même année à Mexico. Les dirigeants de l'instance olympique valident cette décision au nom d'une nouvelle législation adoptée en 1967 par le pouvoir de Pretoria. Et ce pouvoir, que dit cette législation? Que les Noirs et les Blancs, en dehors des frontières, peuvent jouer dans la même équipe, mais pas sur le territoire sud-africain. Alors, cette décision va sonner comme une provocation pour le C2SA. En quelques jours, ce sont près de 50 pays qui actent un boycott des Jeux olympiques si l'Afrique du Sud participe.
Les dirigeants du comité olympique, quant à eux, sont favorables au maintien de l'Afrique du Sud. Mais là, il semble que les premiers Jeux organisés au Mexique, d'ailleurs les premiers Jeux organisés dans un pays émergent, peuvent virer au fiasco. Surtout que commence à émerger l'idée de Jeux parallèles organisés par l'Afrique. L'Assemblée générale extraordinaire au comité olympique en avril 68 à Lausanne revient sur la décision et refuse aux athlètes sud-africains de participer aux Jeux olympiques de 68 au Mexique. Cet épisode est emblématique du drôle de pas de deux entre le C2SA et le comité olympique. La charte olympique stipule, je cite, le rugby est un sport, non, attendez, excusez-moi, je me trompe de citation, il stipule que les Jeux olympiques sont des compétitions entre athlètes et non entre pays. Or, le C2SA est parvenu à immiscer son combat dans la mécanique olympique et à utiliser le sport comme outil de communication politique, avec un double objectif: maintenir une harmonisation des positions des ministères des sports africains et consolider un front uni contre l'Afrique du Sud. Cette position aura pour conséquence d'entraîner une méfiance du comité olympique qui ne reconnaîtra jamais juridiquement le C2SA. Le problème sud-africain revient sur la table en avril 70 à Amsterdam, lors de la 69e session du comité olympique. Si l'exclusion des athlètes sud-africains fait l'unanimité parmi les membres, certains d'entre eux réclament que la reconnaissance du CNO d'Afrique du Sud soit maintenue. Une disposition qui sera rejetée par le C2SA. Et par 38 voix contre 25 et 3 abstentions, le SANOC, le comité olympique sud-africain, est officiellement exclu du mouvement olympique. Comme on peut le constater, l'Afrique ne cesse de s'affirmer sur la scène olympique. Elle pèsera de tout son poids en 1976 et une fois de plus, elle agira comme un aiguillon pour dénoncer la politique d'apartheid lors des Jeux de Montréal. À travers le monde, il y a une vive émotion après le massacre de Soweto qui a fait plus de 500 morts en 1976. La tournée de rugby des All Blacks néo-zélandais en Afrique du Sud en juillet de la même année fournit une nouvelle occasion appropriée pour l'OUA, à travers le C2SA, de provoquer une protestation aux répercussions énormes en termes diplomatiques. Le 15 juillet 1976, soit 2 jours avant l'ouverture des Jeux, 16 pays africains exigent par courrier l'exclusion de la Nouvelle-Zélande. Le lendemain, la veille de l'ouverture des Jeux, l'ensemble des membres du CIO adressent cette réponse au C2SA, je cite, « Le rugby est un sport qui échappe entièrement à l'emprise du Comité international olympique. Le Comité national olympique de la Nouvelle-Zélande et son équipe n'ont aucunement enfreint les règles et les principes olympiques. » Ce refus d'exclure la Nouvelle-Zélande a pour effet de mobiliser l'ensemble des pays africains qui, comme un seul homme, retirent ses athlètes. 22 pays africains, 441 athlètes, souvent d'ailleurs à leur corps défendant, boycotteront les Jeux olympiques de Montréal, à l'exception notable du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Le Congolais de Brazzaville, Jean-Claude Ganga, qui est le secrétaire général du C2SA, met en lumière le rôle éminemment politique de son organisation, bras armé de l'OUA. Il écrit, notamment dans une lettre, « Il est clair que les responsables du C2SA ont pris les mesures qu'il fallait pour ne pas ridiculiser à l'extérieur une résolution des chefs d'État d'Afrique. » Jean-Claude Ganga poursuit, « Tous les pays qui se sont retirés ou qui sont restés l'ont fait sur décision de leurs gouvernements respectifs. » Cette déclaration, elle mérite d'être claire. Le comité olympique n'a pas compris ou a minimisé l'usage du sport en Afrique après la décolonisation. Il n'a pas saisi le facteur puissant d'identification nationale complètement intégré au pouvoir politique et également de construction du panafricanisme. Cependant, le sport africain ne pouvait pas se construire dans une politique d'opposition permanente. Le C2SA cultivait un isolement à l'échelle internationale qui favorisait le monopole du football au détriment des autres sports. Il fallait rompre avec ce modèle. C'est ainsi que naît en 1983 l'Union des confédérations sportives africaines et surtout en 1981 l'ACNOA, l'Association des comités olympiques d'Afrique. Cette dernière prend peu à peu le pas sur le C2SA qui est dissous en juillet 2013 à Abidjan par la 5e conférence des ministres des sports en Afrique. Et cette décision correspond au besoin de l'Afrique de s'aligner sur les standards internationaux. Les combats changent de forme. En effet, la libération de Nelson Mandela, la chute de l'apartheid, la réintégration des athlètes sud-africains, l'érosion du panafricanisme, la modification des plaques tectoniques géopolitiques, l'émergence en dents de scie de l'Afrique sont autant de sujets qui vont pousser le continent à adopter petit à petit une normalisation avec le CIO. Je vous remercie.